Et à mon petit-fils, Ardent, je laisse 20 $. L'avocat fit une pause, levant les yeux du document avec une expression qui aurait pu être de l'embarras ou un amusement soigneusement dissimulé. Autour de la table de conférence, ma famille éclata de rire. Mon frère Derek était le plus bruyant, frappant la paume de sa main contre la surface en acajou poli assez fort pour faire trembler les verres d'eau. 20 $, alta-t-il, des larmes se formant au coin de ses yeux. 20 $ entiers. Papy t'a vraiment montré ce qu'il pensait de toi, petit frère. Ma sœur Mélissa était plus discrète, couvrant sa bouche de sa main manucurée, mais je pouvais voir ses épaules secouées par des rires à peine réprimés. Mon père n'essaya même pas de cacher sa satisfaction, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir avec un sourire narquois qui disait que tout ce qu'il avait toujours cru à mon sujet venait d'être confirmé. Je restais très immobile sur ma chaise à l'extrémité de la table, regardant ma famille célébrer mon humiliation. L'avocat, un homme aux cheveux d'argent nommé Franklin Pierce, qui s'était occupé des affaires de mon grand-père pendant plus de 30 ans, me regardait avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Ou peut-être savait-il quelque chose que les autres ignoraient. Le legs est accompagné de cette enveloppe, dit Franklin, faisant glisser une petite enveloppe blanche sur la table vers moi. Monsieur Holloway a été très spécifique sur le fait qu'elle vous soit remise personnellement, non ouverte. Je pris l'enveloppe. Elle était légère, à peine quelque chose à l'intérieur. Je pouvais sentir le contour de ce qui était manifestement un billet plié à travers le papier. « Ouvre-la » exigea Derek, toujours souriant. « Laisse-nous voir le généreux cadeau de papy. » Peut-être que c'est un 20 $ spécial, un objet de collection qui vaut 21 $. Plus de rire de la famille. Ma mère, qui était restée silencieuse pendant toute la lecture, tendit la main et me tapota la mienne dans ce qui était censé être un geste réconfortant, mais qui ressemblait plus à de la pitié. Je n'ouvris pas l'enveloppe. Pas là. Pas devant eux. Je pense que nous avons terminé ici, dis-je doucement en me levant de ma chaise. Merci, monsieur Pierce. Je vous contacterai si j'ai des questions. Je sortis de la salle de conférence avec l'enveloppe dans ma poche, laissant derrière moi le son des rires continus de ma famille et les échos de tout ce que mon grand-père leur avait réellement laissé. La maison dans le Connecticut d'une valeur de 800 000 $ à mon frère, les comptes d'investissement totalisant plus de 500 000 $ à ma sœur, la propriété de vacances dans le Maine à mes parents, et tous les actifs liquides restants répartis entre les divers oncles, tantes et cousins qui s'étaient présentés pour recevoir leur part. 20 $. Après 12 ans de visites hebdomadaires, de dîners du dimanche, de l'avoir accompagné pendant sa chimiothérapie, sa kinésithérapie et son lent déclin dans le brouillard de la démence qui l'a finalement emporté. Après avoir été le seul petit-fils qui s'est réellement présenté, qui s'est réellement soucié, qui a réellement écouté ses histoires, lui a tenu la main et lui a dit qu'il était aimé, 20 $. Je n'ai ouvert l'enveloppe que lorsque j'étais assis dans ma voiture dans le parking souterrain de l'immeuble du cabinet d'avocat. Les murs en béton semblaient appropriés en quelque sorte. Un espace froid et gris pour ce que je supposais être un moment froid et gris. J'ai glissé mon doigt sous le rabat et j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un seul billet, un billet de 20 $ qui semblait ordinaire à tous égards. Andrew Jackson me regardait avec son expression sévère habituelle, n'offrant aucune explication sur la raison pour laquelle mon grand-père avait choisi cette méthode particulière de communication finale. Puis j'ai retourné le billet et j'ai vu ce que mon grand-père avait fait. Le numéro de série sur le billet avait été encerclé. Pas seulement encerclé, mais repassé plusieurs fois avec un marqueur rouge. L'encre était épaisse et délibérée, impossible à manquer si on regardait vraiment. 8 chiffres et 2 lettres soulignées en cramoisi comme un message écrit en code, ce qui, je l'ai réalisé avec une soudaine lueur de compréhension, était exactement ce que c'était. Mon grand-père avait été comptable pendant 47 ans. Les chiffres étaient son langage, sa poésie, sa façon de comprendre et d'ordonner le monde. Quand j'étais jeune et que j'avais des difficultés en mathématiques à l'école, il s'asseyait avec moi pendant des heures, me montrant comment les chiffres racontaient des histoires si on savait les lire. Il m'a appris que chaque chiffre signifiait quelque chose, que rien en comptabilité n'était jamais aléatoire ou accidentel. Les chiffres ne mentent pas, disait-il. Les gens mentent, les institutions mentent, mais les chiffres, bien compris, disent toujours la vérité. J'ai regardé le numéro de série sur le billet de 20 $. Ces 8 chiffres encerclés en rouge, et j'ai su avec une certitude absolue que mon grand-père me disait quelque chose. La question était, quoi? J'aurais dû le voir venir. Les signes étaient tous là, 35 ans de signes. Je m'appelle Ardent Holloway.
J'ai 35 ans et je travaille comme comptable dans un cabinet de taille moyenne à Hartford, Connecticut. J'ai suivi les traces de mon grand-père, attiré par le même monde de chiffres, de registres et d'états financiers qui avaient défini sa carrière. C'était l'une des rares choses chez moi qu'il semblait sincèrement approuver et l'une des rares choses pour lesquelles ma famille se moquait constamment de moi. Ardent le comptable, disait Derek lors des réunions de famille, faisant en sorte que ça sonne comme une insulte. Compter des haricots pour gagner sa vie. Quel glamour. Derek était un promoteur immobilier, ou du moins c'est ainsi qu'il se présentait. En pratique, il achetait des propriétés avec l'argent qu'il empruntait à notre père, engageait des entrepreneurs pour faire le travail réel, puis vendait les bâtiments rénovés avec un profit qui, d'une manière ou d'une autre, ne se matérialisait jamais tout à fait en indépendance financière. Il avait 40 ans et comptait toujours sur nos parents pour couvrir ses paiements hypothécaires pendant les mois creux, qui semblaient se produire avec une fréquence remarquable. Mélissa était décoratrice d'intérieur, ce qui signifiait qu'elle dépensait l'argent des autres pour rendre leur maison chère. Elle était douée pour ça, je devais l'admettre, avec un véritable sens de l'esthétique et un talent pour convaincre les clients fortunés qu'ils devaient remplacer des meubles parfaitement fonctionnels par des pièces plus neuves et plus à la mode. Elle avait 38 ans, avait divorcé 2 fois et sortait actuellement avec un homme qui allait très certainement être son 3e mari divorcé. J'étais le plus jeune, le plus silencieux, celui qui n'avait jamais tout à fait correspondu au récit que la famille préférait d'elle-même. Les Holloway étaient censés être audacieux et charismatiques, des preneurs de risques qui faisaient fortune grâce à des entreprises audacieuses et à un magnétisme personnel. J'étais prudent et méthodique, plus à l'aise avec les feuilles de calcul qu'avec les cocktails, plus intéressé par la précision que par les affirmations. Mon grand-père, Walter Holloway, avait été le même. Il avait bâti une carrière réussie en tant qu'expert comptable agréé, créant finalement son propre petit cabinet qu'il a dirigé pendant 3 décennies avant de prendre sa retraite. Il n'était ni tape à accent graveleuil ni excitant selon les normes de la famille Holloway, mais il était solide, fiable et scrupuleusement honnête. Il payait ses impôts à temps, tenait des registres méticuleux et n'a jamais pris un raccourci qui compromettait son intégrité. Le reste de la famille considérait son style de vie avec un mépris à peine dissimulé. Mon père, le fils unique de Walter, avait rejeté la comptabilité dès qu'il a été assez âgé pour faire ses propres choix, se lançant plutôt dans la vente et le marketing. Il gagnait bien sa vie, mieux que le modeste revenu de mon grand-père, et ne laissait jamais personne l'oublier. Papa a gaspillé ses talents, ai-je entendu mon père dire à quelqu'un lors d'une fête une fois. Tous ses cerveaux, toute cette discipline, et il a passé sa vie à faire les impôts des autres. Aucune vision, aucune ambition, juste des chiffres sur une page. Je ne pense pas que mon père ait jamais compris que pour mon grand-père, ces chiffres n'étaient pas un gaspillage. C'était une vocation, une façon de mettre de l'ordre dans le chaos, de trouver la vérité dans un monde plein de tromperies. Mon grand-père aimait son travail comme certaines personnes aiment l'art ou la musique, avec une passion qui allait bien plus loin que la simple satisfaction professionnelle. Je le comprenais parce que je le ressentais aussi. Et je pense que c'est pourquoi mon grand-père et moi avions un lien qu'il n'a jamais tout à fait réussi à avoir avec Derek, Mélissa ou même son propre fils. Dès que j'ai été assez grand pour rester assis plus de 5 minutes, je passais des après-midi dans le petit bureau de mon grand-père à le regarder travailler. Il expliquait ce qu'il faisait au fur et à mesure, décomposant des états financiers complexes en éléments que je pouvais comprendre, me montrant comment l'argent circulait à travers les entreprises et les particuliers, laissant des traces qui pouvaient être suivies si on savait quoi chercher. Tout le monde a une histoire, disait-il en tapotant une pile de reçus ou une entrée de registre. Ces chiffres vous disent qui ils sont vraiment. Pas qui ils prétendent être lors des dîners, mais qui ils sont quand personne ne regarde. Les chiffres savent toujours. Ces après-midi m'ont façonné plus que n'importe quelle éducation scolaire. Ils m'ont donné un cadre pour comprendre le monde. Une conviction que la vérité pouvait être trouvée si on était assez patient et prudent pour la chercher. Ils m'ont aussi donné quelque chose de précieux et de rare dans ma famille, une véritable relation avec quelqu'un qui me voyait pour qui j'étais réellement et qui aimait ce qu'il voyait. Ces mots sont devenus une sorte de mantra pour moi, un principe directeur qui a façonné ma façon d'aborder non seulement les mathématiques mais aussi la vie elle-même. Pendant que Derek et Mélissa apprenaient à charmer les adultes et à manipuler les situations sociales, j'apprenais à lire des feuilles de calcul et à suivre la piste des transactions. Pendant qu'ils découvraient que le charisme pouvait ouvrir des portes, je découvrais que la patience et l'attention aux détails pouvaient révéler des vérités que le charme ne découvrirait jamais. Mon grand-père a reconnu cette qualité en moi très tôt. Il m'appelait son « petit auditeur », un surnom que Derek et Mélissa trouvaient hilarant et que je chérissais secrètement. Quand j'avais environ 8 ans,
il a commencé à me donner de petites tâches à accomplir lors de nos visites de l'après-midi. Il me donnait une pile de reçus et me demandait de les trier par date. Il me montrait un simple registre et me demandait de trouver les entrées qui n'étaient pas équilibrées. Il me présentait des énigmes déguisées en exercices de comptabilité, me récompensant avec des pièces de monnaie lorsque je les résolvais correctement. « Tu as le don », m'a-t-il dit un jour quand j'avais environ 10 ans. La plupart des gens regardent les chiffres et voient le chaos. Toi, tu regardes les chiffres et tu vois des schémas. C'est rare, Ardent. C'est précieux. Ne laisse jamais personne te faire honte de ça. Je me suis souvent souvenu de cette conversation au cours des années qui ont suivi, surtout lorsque ma famille a clairement fait savoir qu'elle trouvait mes intérêts ennuyeux et ma personnalité manquante. Derek était l'athlète, le vendeur, l'âme de la fête. Mélissa était l'artiste, la beauté, le papillon social. J'étais juste Ardent, le silencieux qui aimait les chiffres, et personne ne semblait penser que c'était quelque chose à célébrer. Personne sauf mon grand-père. Alors que mon grand-père vieillissait et que sa santé déclinait, je suis devenu son visiteur le plus fréquent. Chaque dimanche, sans faute, je parcourais les 45 minutes de mon appartement à Hartford jusqu'à sa maison à Westbrook, apportant des courses, des médicaments ou simplement ma compagnie. Nous nous asseyions dans sa cuisine, buvant du thé et parlant de chiffres, de la vie, de la famille et de ses divers drames. Il m'a dit des choses pendant ces visites que je ne pense pas qu'il ait jamais dites à personne d'autre. Des histoires sur sa propre enfance, sur les sacrifices qu'il avait faits, sur les opportunités qu'il avait laissées passer parce qu'elles ne correspondaient pas à ses valeurs. Il a parlé de ses déceptions avec mon père, de la façon dont son fils unique avait tourné, bien qu'il ait toujours pris soin de le présenter comme son propre échec plutôt que celui de mon père. Je ne savais pas comment l'atteindre, a admis mon grand-père une fois lors de l'une de nos dernières conversations cohérentes avant que la démence ne s'installe vraiment. Il voulait un père différent de celui que je savais être, plus excitant, plus aventureux. J'étais juste un homme qui aimait les chiffres. Ce n'était jamais assez pour lui. C'est assez pour moi, lui ai-je dit, et je le pensais complètement. Mon grand-père m'a regardé alors avec une telle tendresse que j'ai dû détourner le regard. Tu es le seul qui ait jamais compris, a-t-il dit doucement. Le seul qui ait jamais vu. Souviens-toi de ça, Ardent. Le moment venu, souviens-toi que tu étais celui qui a vu. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Je l'ai classé comme les divagations d'un vieil homme dont l'esprit commençait à glisser. Un commentaire énigmatique sans réelle signification. J'avais tort. Après avoir quitté le cabinet d'avocat, j'ai conduit directement à la First National Bank de Westbrook, la même banque où mon grand-père avait maintenu ses comptes pendant plus de 50 ans. Je connaissais légèrement la directrice de la succursale, une femme nommée Patricia Vance, qui s'était occupée des affaires de mon grand-père pendant ces dernières années et qui l'avait toujours traité avec respect et gentillesse. Je suis entré dans la banque avec le billet de $20 dans ma poche, mon cœur battant d'un mélange d'anticipation et de crainte. Je n'avais aucune idée si ma théorie était correcte, si le numéro de série encerclé signifiait réellement quelque chose, ou si je me raccrochais simplement à des branches, cherchant une signification là où il n'y en avait aucune. Patricia était dans son bureau, visible à travers les murs de verre qui séparaient la zone de direction du hall principal. Elle a levé les yeux à mon approche et s'est immédiatement levée pour me saluer. « Ardent », dit-elle chaleureusement en me tendant la main. « J'ai été si désolé d'apprendre pour votre grand-père. C'était un homme merveilleux. Merci. J'apprécie. » J'ai hésité, soudainement incertain de la façon de procéder. « J'ai besoin de vous demander quelque chose. Cela peut sembler étrange, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance. » L'expression de Patricia est passée de la sympathie à la curiosité. « Bien sûr. » De quoi s'agit-il? J'ai sorti le billet de $20 de ma poche et je lui ai montré le numéro de série. Le cercle rouge que mon grand-père avait dessiné autour de ces 8 chiffres. « Est-ce que ce numéro signifie quelque chose pour vous? » ai-je demandé. « Est-il possible qu'il corresponde à quelque chose ici à la banque? Un coffre-fort peut-être, ou un numéro de compte. » Patricia a pris le billet et l'a étudié attentivement. Son front s'est plissé de concentration, puis ses yeux se sont légèrement écarquillés. « Attendez ici, dit-elle. Je dois vérifier quelque chose. » Elle a disparu à l'arrière de la banque, me laissant seul dans le hall, mon pouce accélérant. 5 minutes passèrent, puis 10. Je commençais à penser que je m'étais ridiculisé quand Patricia est réapparue, le visage pâle et les mains tremblant légèrement. « M. Holloway, dit-elle,
et il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant, une formalité qui n'était pas là auparavant. Voudriez-vous s'il vous plaît venir avec moi? Elle m'a conduit à travers une porte sécurisée, dans un couloir que je n'avais jamais vu auparavant, et au sous-sol de la banque où se trouvaient les coffres-forts. La pièce était fraîche et silencieuse, bordée de boîtes en métal de différentes tailles, une chambre forte dans une chambre forte conçue pour protéger les biens les plus précieux des clients de la banque. Patricia s'est arrêtée devant une grande boîte, l'une des plus grandes de la pièce, et s'est tournée vers moi. Cette boîte a été ouverte par votre grand-père en 1987, dit-elle. Il l'a payée en espèces, 50 ans à l'avance. Le contrat de location stipule qu'elle ne peut être consultée que par quelqu'un qui fournit la bonne combinaison, qui est. Elle a jeté un coup d'œil au billet de $20 toujours dans sa main. Point le numéro de série de ce billet. J'ai senti mes genoux faiblir. 37 ans. Mon grand-père avait gardé cette boîte pendant 37 ans, la payant à l'avance, mettant en place un code d'accès que seul quelqu'un qui le comprenait vraiment penserait à vérifier. L'accord stipule également, a poursuivi Patricia, qu'au décès de votre grand-père, le contenu de la boîte devient la propriété exclusive de la personne qui fournit correctement le code d'accès. Aucun autre membre de la famille, aucune réclamation sur la succession, juste la personne avec le numéro. Puis-je? Ma voix est sortie à peine comme un murmure. Puis-je voir ce qu'il y a à l'intérieur? Patricia a hoché la tête. Elle a retiré la boîte de son emplacement dans le mur, un processus qui nécessitait à la fois sa clé et un code qu'elle a entré sur un petit clavier. La boîte était lourde, beaucoup plus lourde que sa taille ne le suggérait. Elle l'a posée sur une table au centre de la pièce et a reculé. « Je vais vous laisser un peu d'intimité, dit-elle. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Quand vous serez prêt, appuyez simplement sur le bouton près de la porte et je reviendrai. » Elle est partie et je me suis retrouvé seul avec ce que mon grand-père avait caché il y a 37 ans. Attendant le jour où quelqu'un comprendrait enfin le message qu'il avait laissé derrière lui. J'ai ouvert la boîte. Pendant un long moment, je n'ai pas pu traiter ce que je voyais. Mon cerveau refusait simplement d'accepter les preuves de mes yeux, insistant sur le fait qu'il devait y avoir une erreur, un malentendu, une explication rationnelle à la scène impossible devant moi. De l'or. La boîte était remplie d'or. Pas de bijoux, pas de pièces de monnaie, mais des lingots. De petits lingots d'or massifs, chacun estampillé de marques indiquant le poids et la pureté, empilés proprement en rangées qui brillaient sous les lumières fluorescentes de la chambre forte. Je les ai comptés automatiquement, mon cerveau de comptable prenant le dessus malgré mon choc. 47 lingots au total. Chacun d'environ 1 kilogramme. J'ai pris l'un des lingots, sentant son poids surprenant dans ma main. Il était froid au toucher, dense et solide, indéniablement réel. J'avais vu des lingots d'or sur des photographies et dans des films, mais je n'en avais jamais tenu un auparavant. Son poids, la physicalité même de la richesse distillée en métal était presque écrasante. Aux prix actuels du marché, que je connaissais parce que je suivais ce genre de choses, 1 kilogramme d'or valait environ $64 000. 47 lingots. Environ 3 millions de dollars en or seulement. Dans un coffre-fort d'une banque d'une petite ville du Connecticut, caché par un comptable que tout le monde dans ma famille avait rejeté comme ennuyeux et sans ambition. J'ai reposé le lingot d'or avec précaution et j'ai continué à examiner le contenu de la boîte. Sous les lingots d'or, j'ai trouvé d'autres choses. Des certificats d'action regroupés avec des élastiques, représentant des parts dans des entreprises que je reconnaissais comme des investissements de premier ordre. Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson. Les certificats étaient anciens, certains datant de plusieurs décennies, achetés lorsque ces entreprises étaient petites, sous-évaluées ou rejetées par les investisseurs conventionnels. J'ai fait un calcul mental rapide basé sur le nombre d'actions et les valeurs actuelles approximatives. Encore 4 millions au moins, probablement plus selon la date exacte d'achat des actions. Il y avait aussi des obligations aux porteurs, un instrument financier démodé que j'avais appris dans mes cours de comptabilité mais rarement vu en pratique. Les obligations aux porteurs étaient essentiellement des prêts anonymes à des entreprises et des gouvernements, payables à quiconque les possédait physiquement. Elles avaient été largement supprimées en raison de préoccupations concernant le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, mais les obligations plus anciennes restaient valides et précieuses. La valeur nominale totale, d'après mon rapide examen des documents, se situait aux alentours de 1,7 million de dollars. Je me suis rassis sur ma chaise, mon esprit s'emballant de calculs. Or, actions, obligations. Conservateur,
le contenu de cette boîte valait entre 8 et 9 millions de dollars. Tout cela accumulé en secret par mon grand-père au cours de sa longue vie. Caché là où personne ne penserait jamais à chercher, attendant le jour où quelqu'un résoudrait l'énigme qu'il avait laissée derrière lui. Mon grand-père, le comptable ennuyeux. L'homme que mon père plaignait pour son manque de vision. L'homme que mes frères et sœurs avaient rejeté comme un exemple édifiant de potentiel gâché. Il avait été un millionnaire secret plusieurs fois, et il m'avait tout laissé. Et tout au fond de la boîte, sous toute la richesse que mon grand-père avait apparemment accumulée en secret au cours de sa longue vie, il y avait une enveloppe blanche ordinaire identique à celle qui avait contenu le billet de 20 $, avec mon nom écrit sur le devant de la main soignée de mon grand-père. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre de plusieurs pages, écrite dans la même écriture précise que j'avais vue sur d'innombrables documents au fil des ans. Cher Ardan, si tu lis ceci, c'est que tu as résolu l'énigme. Je savais que tu le ferais. Tu as toujours été le plus intelligent, celui qui a compris que les chiffres racontent des histoires si on s'est écouté. À présent, tu as vu ce qu'il y a dans cette boîte. Tu te demandes probablement comment un comptable qui a vécu modestement pendant 87 ans a réussi à accumuler environ 8,7 millions de dollars d'actifs dont personne dans la famille n'a jamais eu connaissance. La réponse est simple. J'étais très bon dans mon travail et encore meilleur pour garder des secrets. J'ai commencé cette boîte en 1987 quand j'ai réalisé que mon fils était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus ou en qui je n'avais plus confiance. Ton père était un bon garçon autrefois, mais l'argent l'a changé. Le succès l'a changé. Il est devenu avide, ardent, d'une manière que je n'ai jamais été et que je n'ai jamais voulu être. Il a commencé à me voir non pas comme un père, mais comme un héritage potentiel. Une pile d'actifs à diviser après ma mort. Il a commencé à me traiter différemment, ne me rendant visite que lorsqu'il voulait quelque chose, n'appelant que lorsqu'il avait besoin d'une faveur. J'ai vu la même chose se produire avec Derek et Melissa en grandissant. Ils ont appris de ton père que les relations étaient transactionnelles, que la famille était une ressource à exploiter plutôt qu'un lien à chérir. Ils me rendaient visite lorsqu'ils avaient besoin d'argent pour un acompte, une entreprise ou un règlement de divorce. Ils se souvenaient de mon anniversaire lorsqu'ils voulaient s'assurer qu'ils étaient toujours dans mes bonnes grâces. Il faisait semblant de se soucier de moi lorsqu'il pensait que je pourrais changer mon testament. Mais pas toi, Ardan. Jamais toi. Tu m'as rendu visite tous les dimanches pendant 12 ans. Tu m'as apporté des courses et des médicaments. Et plus important encore, tu m'as apporté ta compagnie. Tu t'es assis avec moi quand j'étais malade. Tu m'as tenu la main quand j'avais peur. Tu as écouté mes histoires même quand je racontais les mêmes encore et encore parce que ma mémoire me faisait défaut. Tu ne m'as jamais rien demandé. Tu n'as jamais rien attendu en retour. Tu m'as juste aimé simplement et complètement, comme la famille est censée s'aimer. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Le testament qui a été lu aujourd'hui, celui qui te laissait 20 $ alors que ton frère et ta sœur recevaient des centaines de milliers, n'était ni un accident ni un oubli. C'était un test. Je savais comment ta famille réagirait en entendant les termes. Je savais qu'ils riraient de toi, se moqueraient de toi, célébrerait ton humiliation. Je voulais qu'ils te montrent exactement qui ils sont une dernière fois, afin que tu n'aies aucun doute sur ce que je suis sur le point de te dire. Ils ne te méritent pas, Ardan. Ils ne l'ont jamais fait et ils ne méritent pas la richesse que j'ai passé toute ma vie à construire. Tout ce qui se trouve dans cette boîte est à toi. L'or, les actions, les obligations, tout. J'ai consulté des avocats pour m'assurer que ces actifs sont complètement séparés de ma succession officielle, intouchable par toute réclamation que ton père ou tes frères et sœurs pourraient essayer de faire. L'accord du coffre-fort prime sur tout testament et le code d'accès garantit que seul toi pourrais jamais l'ouvrir. Utilise cet argent sagement. Construis une vie qui reflète tes valeurs, pas les leurs. Et quand ta famille viendra te voir, comme elle le fera inévitablement quand elle découvrira ce que tu as reçu, souviens-toi comment ils ont ri de toi dans cette salle de conférence. Souviens-toi de ce qu'ils pensent vraiment de toi et fais tes choix en conséquence. Je t'aimais, Ardan. Tu étais le petit-fils que j'ai toujours espéré et l'ami dont j'avais besoin dans mes dernières années. Merci de m'avoir vu comme plus qu'un vieil homme avec des chiffres. Merci d'avoir été celui qui a compris. Ton grand-père, Walter. Je suis resté assis dans cette chambre forte pendant un long moment, tenant la lettre de mon grand-père, entouré de plus de richesses que je n'avais jamais imaginé posséder. J'ai pensé à toutes les visites du dimanche, à toutes les conversations, à tous les moments de connexion silencieux qui avaient semblé si ordinaires à l'époque,
mais qui avait manifestement tout signifié pour lui. J'ai pensé à la façon dont il avait accumulé cette fortune. La lettre n'expliquait pas les détails, mais je pouvais reconstituer l'image générale d'après ce que je savais de sa vie et de ses valeurs. Il avait été comptable pendant 47 ans, gérant les finances de centaines de clients. Il avait vu comment l'argent était gagné et perdu, comment les fortunes étaient bâties et dilapidées. Il avait appris des succès et des échecs des autres, appliquant ses leçons à ses propres modestes économies. Il avait été patient. C'était la clé. Pendant que d'autres personnes couraient après des rendements rapides, des tuyaux et des combines pour devenir riches rapidement, mon grand-père avait simplement acheté des actifs de qualité et les avait conservés pendant des décennies. Il avait réinvesti les dividendes, profité des intérêts composés et accumulé lentement des positions dans des entreprises qu'il croyait capables de résister à l'épreuve du temps. Il avait acheté de l'or quand il était bon marché, des obligations quand les taux d'intérêt étaient élevés, des actions quand le marché était déprimé, et il avait tout gardé secret. Non pas par cupidité ou paranoïa, mais parce qu'il avait vu ce que l'argent faisait à sa famille. Il avait vu son propre fils être consumé par la poursuite de la richesse et du statut. Il avait vu ses petits-enfants apprendre à valoriser les gens en fonction de ce qu'ils pouvaient fournir plutôt que de qui ils étaient. Il avait décidé il y a des décennies que cette partie de sa richesse serait différente. Elle irait à quelqu'un qui la méritait. Quelqu'un qui avait prouvé son caractère par des années de loyauté discrète et d'affection sincère. Quelqu'un comme moi. J'ai pensé à ma famille qui riait de moi dans cette salle de conférence, célébrant ce qu'ils croyaient être mon humiliation ultime. Ils avaient passé leur vie à traiter mon grand-père comme une ressource à exploiter, ne lui rendant visite que lorsqu'il voulait quelque chose, feignant une affection qu'il ne ressentait pas. Et il avait tout vu. Il avait tenu ses registres, à sa manière. Il avait porté ses jugements sur la base des preuves. Et à la fin, les chiffres avaient dit la vérité, comme il l'avait toujours dit. Je n'ai pas parlé à ma famille du coffre-fort. Pas tout de suite. J'avais besoin de temps pour digérer, pour réfléchir, pour décider quel genre de personne je voulais être en réponse à ce cadeau extraordinaire. La première chose que j'ai faite a été d'engager une avocate, une femme nommée Rachel Torres, spécialisée en droit des successions et en protection des actifs. Je lui ai montré le contenu de la boîte, la lettre de mon grand-père et la documentation que Patricia avait fournie montrant les termes de l'accord du coffre-fort. C'est remarquablement bien structuré, a dit Rachel en examinant les documents avec une admiration évidente. Votre grand-père a clairement consulté d'excellents conseillers juridiques lorsqu'il a mis cela en place. Les actifs dans la boîte sont complètement séparés de sa succession. Il n'y a aucun mécanisme juridique par lequel votre famille pourrait en réclamer une partie, même s'ils savaient qu'ils existaient. Ce qu'ils ne savent pas, ai-je dit. Et j'aimerais que ça reste ainsi, du moins pour l'instant. Rachel a hoché la tête. C'est certainement votre droit. Le contenu de la boîte est votre propriété, sous réserve des taxes applicables sur les gains lorsque vous les liquiderez. Vous n'avez aucune obligation de le divulguer à qui que ce soit. J'ai travaillé avec Rachel au cours des semaines suivantes pour documenter et sécuriser correctement mon héritage. Nous avons liquidé certains des actifs, convertissant une partie de l'or et des obligations en investissements plus diversifiés. Nous avons créé de nouveaux comptes à mon nom, établi des fiducies et des structures de protection, et nous nous sommes assurés que tout était correctement déclaré à des fins fiscales. Mon grand-père aurait approuvé. Il a toujours cru qu'il fallait faire les choses correctement, suivre les règles, même quand personne ne regardait. Je n'allais pas déshonorer sa mémoire en étant négligent avec ce qu'il m'avait donné. La valeur totale de l'héritage, après une comptabilité en bonne et due forme, s'élevait à 8,7 millions de dollars. 8,7 millions de dollars dont ma famille ne savait rien, accumulés pendant des décennies par un homme qu'ils avaient rejeté comme ennuyeux et sans ambition, caché à la vue de tous par quelqu'un qui comprenait que les meilleurs secrets sont ceux que personne ne pense à chercher. J'ai continué à vivre ma vie à peu près comme avant, du moins en apparence. J'allais travailler à mon cabinet comptable, je payais mon loyer, je conduisais ma modeste voiture. Je n'ai fait aucun changement spectaculaire qui pourrait attirer l'attention ou soulever des questions. J'étais patient, comme mon grand-père me l'avait appris. J'ai observé et attendu de voir ce qui se passerait ensuite. Le premier appel est arrivé environ 3 semaines après la lecture du testament. C'était Derek, mon frère, sa voix portant ce ton particulier de fausse amitié qui signifiait qu'il voulait quelque chose. « Salut, petit frère, dit-il. Je pensais juste à toi. » Toute cette histoire à la lecture du testament, c'était dur. Papy perdait manifestement la tête à la fin. $20.
quelle blague. C'est comme ça, ai-je dit de manière neutre. Écoute, je sais que les temps ont été durs pour toi. Le salaire d'un comptable, ce n'est pas exactement la richesse, n'est-ce pas? Je me disais que je pourrais peut-être t'aider. J'ai ce projet de développement qui arrive. Une opportunité d'investissement vraiment solide. Si tu voulais mettre quelques milliers de dollars, je pourrais probablement te garantir un assez bon rendement. J'ai failli rire. Mon frère, qui venait d'hériter d'une maison de 800 000 dollars, m'appelait pour me solliciter de l'argent pour un investissement. La déception de la famille qui avait reçu 20 dollars. J'apprécie l'idée, Derek, mais je vais passer. Allez, Ardent. C'est la famille. J'essaie de t'aider ici. Tu pourrais transformer quelques milliers en argent réel si tu me faisais confiance. La réponse est non, mais merci d'avoir pensé à moi. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse insister. L'appel a confirmé ce que je savais déjà. L'intérêt de ma famille pour moi avait toujours été purement transactionnel. Même quand ils pensaient que je n'avais rien, ils essayaient toujours d'extraire de la valeur de la relation. Mélissa a appelé ensuite, environ une semaine plus tard. Son approche était plus subtile, plus manipulatrice. Elle n'a pas demandé d'argent directement. Au lieu de cela, elle a suggéré que je devais être en difficulté émotionnelle après avoir été si publiquement humilié par le testament de notre grand-père. C'est normal d'être en colère, Ardent, dit-elle, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Ce que papy a fait était cruel, te laisser 20 dollars après tout ce que tu as fait pour lui. C'est impardonnable. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, je connais un excellent thérapeute. Je pourrais même aider à payer quelques séances si l'argent est un problème. L'offre de thérapie était, je l'ai réalisée, sa façon d'établir que j'étais mentalement instable au cas où j'essaierais de contester le testament ou de faire des réclamations contre la succession. Mélissa protégeait déjà son héritage de menaces qui n'existaient pas, je vais bien, lui ai-je dit. Vraiment. J'ai fait la paix avec les décisions de papy. Tu es si forte à ce sujet. Je ne sais pas comment tu fais. Si c'était moi, je serais dévasté. Je suis sûr que tu le serais, ai-je dit et j'ai mis fin à l'appel. Mes parents m'ont contacté aussi. Finalement. Ma mère a appelé environ un mois après la lecture du testament. Sa voix portant ce mélange particulier d'inquiétude et de manipulation qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Ardent, mon chéri, nous nous inquiétons pour toi, dit-elle. Tu as été si distant depuis la lecture. Ton père et moi parlions et nous pensons que tu devrais peut-être venir rester avec nous pendant un moment. T'éloigner de tout. Digérer tes sentiments. Digérer mes sentiments. Comme si la seule explication possible à mon silence était la dévastation face à l'héritage. Comme si je ne pouvais pas avoir une autre raison de garder mes distances avec une famille qui avait passé toute ma vie à me faire sentir comme une déception. J'apprécie l'inquiétude, maman, mais je vais bien. Vraiment. J'ai mon travail, j'ai mon appartement, j'ai ma vie. Je n'ai rien à digérer. Mais mon chéri, ce que papy a fait était si blessant, te laisser seulement 20 dollars alors que ton frère et ta sœur ont eu tellement plus. Tu dois te sentir si trahi. Papy savait ce qu'il faisait, ai-je dit avec précaution. Il l'a toujours su. Je fais confiance à son jugement. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Je pouvais presque entendre l'esprit de ma mère travailler, essayant de comprendre si je savais quelque chose qu'elle ne savait pas, s'il y avait un angle qu'elle manquait. Eh bien, dit-elle finalement, sache juste que nous sommes là pour toi si tu as besoin de nous. La famille reste unie, après tout. La famille reste unie. Les mots sonnaient creux, une platitude sans substance. Où était cette solidarité familiale quand je grandissais, me sentant invisible et dévalorisé? Où était-elle pendant toutes ces années où mon grand-père était malade et où j'étais le seul à me présenter régulièrement? Merci, maman, ai-je dit. Je le garderai à l'esprit. Mon père n'a pas appelé. Il n'appelait jamais à moins d'y être absolument obligé. Et apparemment, mes sentiments à propos de l'héritage n'atteignaient pas ce niveau de nécessité. Je n'étais pas surpris. J'avais accepté depuis longtemps que mon père me voyait comme une déception, une pâle ombre du fils qu'il avait voulu, et que rien de ce que je ferais ne changerait jamais cette perception. Ce qui m'a surpris, c'est l'appel que j'ai reçu environ 2 mois après la lecture du testament. C'était de Franklin Pierce, l'avocat de mon grand-père. Monsieur Holloway, dit-il, sa voix soigneusement professionnelle. Je dois vous informer d'un développement dans la succession de votre grand-père.
Votre père et vos frères et sœurs ont déposé une requête pour contester certaines dispositions du testament. Ils soutiennent que votre grand-père n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a fait ses dernières révisions et que la distribution des actifs devrait être invalidée. J'ai senti un frisson me parcourir. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent essayer. Cependant, je dois vous dire que j'ai une documentation complète sur la capacité mentale de votre grand-père au moment de la rédaction du testament. Il avait anticipé cette possibilité et avait pris des mesures pour s'en protéger. Je ne crois pas que leur requête aboutira. Et pour ce qui est. J'ai hésité, ne sachant pas ce que l'avocat savait. Et pour ce qui est des actifs en dehors du testament. Sont-ils également menacés? Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Quand Franklin a repris la parole, sa voix était plus basse, plus confidentielle. Je suis au courant du coffre-fort, monsieur Holloway. J'ai aidé votre grand-père à le mettre en place il y a 37 ans. Les actifs dans cette boîte sont complètement séparés de la succession, régis par l'accord de coffre-fort de la banque plutôt que par le droit des successions. Votre famille ne peut pas y toucher, même s'ils savaient qu'ils existaient, ce dont je suis tout à fait certain qu'ils ne savent pas. J'ai poussé un soupir de soulagement que je ne réalisais pas avoir retenu. Merci de me le dire. Votre grand-père était un homme remarquable, a dit Franklin. Il a passé des décennies à planifier ce moment, s'assurant que la bonne personne recevrait son véritable héritage. Vous devriez savoir qu'il parlait souvent de vous lors de nos réunions au fil des ans. Il était très fier de vous, monsieur Holloway. Très fier en effet. La contestation judiciaire a duré plusieurs mois. Ma famille a engagé des avocats coûteux, a déposé requête sur requête et a avancé des arguments de plus en plus désespérés sur l'influence indue et la capacité diminuée. Je suis resté à l'écart autant que possible, laissant Franklin s'occuper du travail juridique pendant que je me concentrais sur ma propre vie. Le processus était épuisant, même si je n'étais pas directement impliqué dans la plupart des cas. Franklin me tenait informé des développements, des dépositions, des audiences et des manœuvres juridiques sans fin. Les avocats de ma famille ont soutenu que mon grand-père souffrait de démence lorsqu'il a rédigé son testament. Qu'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il faisait en ne laissant à son plus jeune petit-fils que $20 tout en donnant des centaines de milliers à tous les autres. Il ne savait pas, bien sûr, que les $20 étaient la chose la plus précieuse de tout le testament. Il ne savait rien du coffre-fort, du numéro de série ou du reste. Il se battait pour ce qu'il pensait être un affront, une erreur, une preuve de déclin mental. Il n'avait aucune idée que mon grand-père jouait aux échecs pendant qu'il jouait aux dames. Franklin a présenté des preuves à chaque audience. Des dépositions filmées des médecins de mon grand-père, confirmant qu'il était pleinement compétent lorsque le testament a été rédigé. Des déclarations écrites des témoins qui étaient présents lorsqu'il a signé le document. De la documentation montrant que mon grand-père avait consulté plusieurs avocats sur une période de plusieurs années, construisant soigneusement son plan successoral en pleine connaissance de ce qu'il faisait. La juge n'a pas été impressionnée par les arguments de ma famille. Elle a noté dans sa décision que les testateurs ont une grande latitude dans la manière de distribuer leurs actifs et que laisser à un petit-fils un legs plus petit que les autres n'était pas une preuve d'incapacité mentale. Elle a souligné que mon grand-père avait clairement documenté ses raisons pour la distribution et que ces raisons, bien que peut-être douloureuses pour les parties exclues, étaient entièrement rationnelles. Finalement, la contestation a complètement échoué. La documentation de Franklin était irréfutable, montrant que mon grand-père était pleinement compétent lorsqu'il a rédigé son testament et qu'il avait pris ses décisions avec une intention claire et un jugement sain. La juge a rejeté l'affaire et a ordonné à ma famille de payer tous les frais de justice. Une dernière humiliation qui a apparemment mis mon père dans une rage qui a duré des semaines. J'ai appris cette rage par des cousins et des parents éloignés qui maintenaient encore des contacts avec diverses branches de la famille. Mon père, Derek et Melissa s'étaient apparemment unis dans leur fureur contre moi, convaincus que j'avais d'une manière ou d'une autre manipulé la situation pour les faire paraître mauvais. « Ils pensent que tu savais quelque chose », m'a dit un cousin. « Ils pensent que papy t'a dit un secret, t'a donné des informations que tu as utilisées contre eux. Ils sont obsédés par l'idée de découvrir ce que tu sais. Si seulement ils savaient. Si seulement ils avaient la moindre idée de ce que je savais réellement, de ce que mon grand-père m'avait réellement donné. Ils auraient été encore plus furieux. Mais j'ai gardé le silence. J'ai vécu modestement, j'ai travaillé à mon poste et j'ai tranquillement géré les 8,7 millions de dollars qui étaient maintenant les miens. J'ai fait quelques changements. Finalement. J'ai remboursé mes prêts étudiants, qui avaient été un fardeau pendant plus d'une décennie. J'ai acheté une petite maison dans un quartier agréable.
Rien d'extravagant, mais confortable et entièrement à moi. J'ai augmenté mes dons de bienfaisance, soutenant des causes qui tenaient à cœur à mon grand-père, l'éducation, les programmes d'alphabétisation, les organisations qui aidaient les familles à faible revenu avec leurs impôts. Et j'ai créé une fondation, la Fondation Walter Holloway, nommée en l'honneur de mon grand-père, dédiée à fournir une éducation en comptabilité et une formation en littératie financière aux communautés mal desservies. Mon grand-père avait toujours cru que comprendre les chiffres était une forme de pouvoir, que la littératie financière pouvait changer des vies et sortir des familles de la pauvreté. Maintenant, j'avais les ressources pour diffuser cette croyance plus largement qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. La fondation a commencé modestement avec seulement quelques programmes à Hartford et dans les environs. Nous avons offert des services de préparation de déclaration de revenus gratuits dans des quartiers où des préparateurs prédateurs profitaient des familles vulnérables depuis des années, facturant des centaines de dollars pour des déclarations simples qui auraient dû ne rien coûter. Nous nous sommes associés à des community colleges pour offrir des bourses d'études aux étudiants poursuivant des études en comptabilité, avec un accent particulier sur les étudiants de première génération qui n'auraient peut-être pas eu accès à l'enseignement supérieur autrement. À mesure que la nouvelle de ce que nous faisions se répandait, les programmes se sont développés. Nous avons reçu des subventions de fondations plus importantes qui appréciaient notre mission. Nous avons recruté des bénévoles du secteur de la comptabilité, des experts comptables à la retraite et des jeunes professionnels cherchant à redonner. Nous nous sommes étendus aux ateliers de littératie financière, enseignant la budgétisation, l'épargne et l'investissement à des personnes à qui personne n'avait jamais expliqué comment l'argent fonctionne réellement. En 2 ans, la Fondation Walter Holloway avait aidé plus de 3000 familles avec leurs impôts, leur faisant économiser des centaines de milliers de dollars en frais qu'elles auraient payés à des préparateurs prédateurs. Nous avions financé 47 bourses d'études pour des aspirants comptables. Chaque bourse nommée d'après mon grand-père en reconnaissance de sa conviction que toute personne ayant l'aptitude et l'éthique de travail pouvait réussir dans ce domaine. Nous avions enseigné la littératie financière à plus de 500 adultes, dont beaucoup ont signalé des améliorations significatives de leur situation financière grâce à ce qu'ils ont appris. Chaque histoire de réussite ressemble à un hommage à mon grand-père. Chaque boursier qui obtient son diplôme, chaque famille qui déclare correctement ses impôts pour la première fois, chaque adulte qui comprend enfin comment créer un budget et s'y tenir. Ce sont les héritages qui comptent. Ceux qui se répercutent à travers les communautés et les générations. Mon grand-père m'a laissé de l'argent. Oui, beaucoup d'argent. Mais plus important encore, il m'a laissé un but. Il m'a montré que les compétences que j'ai, l'attention aux détails que ma famille a toujours tourné en dérision, peuvent faire une réelle différence dans la vie des gens. Il m'a donné les ressources pour agir sur cette connaissance et la sagesse de comprendre que la richesse n'est précieuse que lorsqu'elle est utilisée pour aider les autres. La Fondation a aidé des centaines de personnes jusqu'à présent. Nous avons financé des bourses d'études pour des aspirants comptables issus de milieux à faible revenu. Nous avons fourni des services de préparation de déclaration de revenus gratuits dans des communautés où des préparateurs prédateurs profitaient des familles vulnérables. Nous avons enseigné des compétences en budgétisation et en planification financière à des personnes à qui personne n'avait jamais expliqué comment l'argent fonctionne réellement. Chaque fois que je vois l'un de nos boursiers obtenir son diplôme ou que j'entends parler d'une famille qui comprend enfin assez bien ses finances pour commencer à épargner pour l'avenir, je pense à mon grand-père. Je pense à tous ces dimanches après-midi dans sa cuisine. À toutes ces explications patientes sur la façon dont les chiffres racontent des histoires. Je pense à la leçon qu'il m'a enseignée sans jamais la formuler avec des mots, que les choses les plus précieuses dans la vie ne se mesurent pas en dollars, mais en l'amour et la confiance que nous construisons les uns avec les autres. Je visite la tombe de mon grand-père tous les mois. Maintenant, à l'anniversaire de nos visites du dimanche. J'apporte des fleurs et je lui parle, lui racontant l'histoire de la fondation et des vies que nous changeons, de ma propre vie et de la façon dont elle s'est développée depuis qu'il m'a laissé son cadeau. Je lui parle de la famille et de leur dysfonctionnement continu. Des lettres que je reçois encore de Derek me demandant de l'argent qu'il ne remboursera jamais. Du silence de mes parents qui ne peuvent pas me pardonner d'avoir, d'une manière ou d'une autre, pris le dessus. Mais surtout, je le remercie. Je le remercie de m'avoir vu quand personne d'autre ne le faisait. Je le remercie de m'avoir appris que les chiffres racontent des histoires, que la patience est une vertu, que les choses les plus précieuses dans la vie ne peuvent pas être mesurées en relevés bancaires. Je le remercie de m'avoir confié son héritage et d'avoir cru que je l'utiliserais sagement. J'aime à penser qu'il peut m'entendre. J'aime à penser qu'il sait à quel point son cadeau a compté. Pas seulement l'argent, mais le fait de savoir que j'étais aimé complètement par au moins une personne dans ma famille. J'aime à penser que quelque part,
dans l'endroit où les gens vont après avoir quitté ce monde, il me regarde avec ce sourire tranquille qu'il avait toujours quand je résolvais une de ces énigmes correctement. Tu as trouvé, je l'imagine dire. Je savais que tu le ferais. La pierre tombale sur sa tombe est simple. Juste son nom, ses dates et une brève épitaphe que j'ai choisie moi-même. Les chiffres ont toujours dit la vérité. C'est ce qu'il croyait, ce qu'il m'a appris, ce qui a guidé sa vie et guide maintenant la mienne. Il m'a laissé 20 $ et tout le monde a ri. Il pensait que c'était une blague, une insulte finale, la preuve que je n'avais jamais compté pour lui comme eux. Ils avaient tort. Il m'a laissé 20 $ parce qu'il savait que je comprendrais. Il savait que je verrais le numéro de série encerclé, que je me souviendrais de ses enseignements sur la façon dont les chiffres communiquent, et que je suivrais la piste qu'il avait tracée pour moi des décennies plus tôt. Il m'a laissé une énigme que seul moi pouvais résoudre, un message que seul moi recevrais. Et ce faisant, il m'a laissé tout ce qui comptait vraiment. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de mon frère Derek. C'était la première communication directe d'un membre de ma famille immédiate depuis l'échec de la contestation judiciaire, et je l'ai ouverte avec une certaine appréhension. La lettre était courte, à peine 2 paragraphes. Derek écrivait qu'il traversait des difficultés financières, que son dernier projet de développement avait échoué, qu'il avait besoin d'un prêt pour couvrir son hypothèque jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Il ne s'excusait pas pour les années de moquerie, pour la contestation judiciaire ou pour toute autre manière dont il m'avait traité. Il supposait simplement qu'en tant que famille, je l'aiderais parce que c'est ce que la famille fait. J'y ai réfléchi pendant plusieurs jours. J'ai pensé à la lettre de mon grand-père, à la façon dont il m'avait exhorté à me souvenir de la façon dont ma famille avait ri de moi, à faire mes choix en conséquence. J'ai pensé à toutes les années où j'ai été rejeté et ignoré, où j'ai été traité comme inférieur à mes frères et sœurs simplement parce que j'étais plus silencieux, plus introverti, moins intéressé par le faste et le drame que les Holloway semblaient tant apprécier. Et puis j'ai pensé à qui je voulais être. Pas la personne que ma famille attendait de moi ou la personne que la colère de mon grand-père aurait pu vouloir que je devienne, mais la personne que j'étais réellement au fond de moi. J'ai fait un chèque de 20 $ à Derek. Je l'ai mis dans une enveloppe, j'ai écrit une brève note disant que c'était tout ce que je pouvais épargner pour le moment et je l'ai posté à son adresse. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Certaines personnes pourraient penser que c'était cruel. D'autres pourraient dire que j'aurais dû l'aider, que j'avais plus qu'assez d'argent pour résoudre ses problèmes, que s'accrocher à de vieilles rancunes ne sert à personne. Mais je pense que mon grand-père aurait compris. 20 $ n'était pas une insulte quand il me les a laissés. C'était une clé, un test, un message d'amour enveloppé dans une énigme que seul moi pouvais résoudre. Quand j'ai envoyé 20 $ à Derek, c'était quelque chose de différent. C'était la vérité enfin dite à voix haute. C'était le montant de l'attention et de l'inquiétude qu'il m'avait montré au fil des ans, rendu à l'identique. S'il m'avait un jour traité comme un membre de la famille, je l'aurais traité comme un membre de la famille aussi. Mais il ne l'a pas fait. Aucun d'entre eux ne l'a fait. Et j'ai finalement accepté que ce n'est pas mon échec. C'est le leur. J'ai maintenant 37 ans, 2 ans après ce jour dans le bureau de l'avocat où ma famille a ri de mon héritage. Je vis dans ma petite maison, je conduis ma modeste voiture, je travaille à mon cabinet comptable. De l'extérieur, rien n'a beaucoup changé dans ma vie. Mais tout a changé. J'ai la sécurité de savoir que je ne serai jamais financièrement vulnérable, que quoi qu'il arrive avec ma carrière, l'économie ou l'une des forces imprévisibles qui façonnent nos vies, je m'en sortirai. J'ai la satisfaction de savoir que mon grand-père m'a vu clairement, m'a aimé sincèrement et m'a confié son héritage. Et j'ai la liberté qui vient du fait d'avoir enfin accepté que je n'ai pas besoin de l'approbation de ma famille pour être digne d'amour. Parfois, je me demande ce que mon grand-père penserait s'il pouvait me voir maintenant. S'il pouvait voir la fondation qui porte son nom, les vies que nous avons changées, l'héritage que nous construisons ensemble. Je pense qu'il serait fier. Non pas à cause de l'argent, dont il ne s'est jamais soucié comme ma famille, mais à cause de ce que l'argent représente. La preuve que les choses qu'il valorisait, la patience, l'intégrité et une connexion humaine sincère, valaient plus à la fin que tout le faste et le charisme que ma famille prisait si haut. Je pense à lui tous les jours. Chaque fois que je m'assois à mon bureau et que j'ouvre une feuille de calcul, chaque fois que j'aide un client à comprendre ses finances, chaque fois que j'explique à un boursier de la fondation que son histoire compte et que ses rêves valent la peine d'être poursuivis, il est avec moi dans ces moments. Sa voix dans ma tête me rappelant que les chiffres racontent des histoires et que la vérité patiemment recherchée sera toujours révélée. Les chiffres ont dit la vérité, comme mon grand-père l'a toujours dit.
Et la vérité était la suivante, j'étais celui qui comptait. J'étais celui qui s'était présenté. J'étais celui qui méritait ce qu'il avait à donner. 20 $. C'est ce que mon grand-père m'a laissé dans son testament. 8,7 millions de dollars. C'est ce qu'il m'a laissé en vérité. Et le fait de savoir que j'étais aimé complètement et inconditionnellement par au moins une personne de ma famille, cela vaut plus que tout le reste combiné. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. My little mining hut. I don't have a house. Tommy calls me. Oh my god. Looks great. Thank you. Thank you. I know you'd give me good positive vibes. Unlike them, the losers. The meanie heads. They would not give me good positive vibes. It'd be mean. EJ, do you play Minecraft? Would you want to leave them and join me in Minecraft? I'll mess it, I'll mess it. Even though they're playing for you, you want to just leave them and join me? They said we left Thailand in 2025. Technically, I left them. Cause I went to San Diego. Like I left them. I just stopped fucking with them. I just dropped them. I have a better life. I'm good. You guys are like, you know, you're too cool. Thank you. You're too cool. I know, Whittly. Whittly, I know. I wish proxy chat was in this. That's one thing I do miss. Proxy chat's so fun. Hi, Ender. I agree. Whatever you just said. Kaflow! You fucker! Flola raided the stream. Kaflow! Hello, Kaflowians! I'm Owen Duckling. I'm a variety streamer. I'm playing Minecraft this whole month, so technically I'm not a variety streamer anymore. This whole month. Welcome in, Raiders. How's everyone doing today? I'm not feeling the best right now. Ender, by the way, that's Toxic's island. This is my land. Yo, doing vlog game's going chill. I've been just landscaping because I'm like I don't really want to build anything too big right now. Cause I feel like shit. So I don't really want to be committed to a build and get stuck building it, you know? You know how that is. It might just be because of lack of sleep. She loves living on islands. I do too. But she wants her own island. But now she has her own island with Aubrey. That is the women island. Land of women. We're getting a war. You know? Islands are nice. I love
island worlds. Ew, women, that's what I'm saying. We don't like them. They're nasty. I actually dislike women. Toxic's actually a dude. She got a big nuts and balls. Big ass feet. Big ass feet can fly. I need to get